Ce qui s'est réellement passé cet après-midi du 8 juillet 2023 n'est pas un mystère de la nature, mais un secret jalousement gardé par ceux qui devraient le protéger. Pendant des mois, la France est restée figée. Pendant des mois, nous avons cru à l'histoire d'un petit garçon perdu dans les montagnes. Mais ce soir, avant qu'il ne soit trop tard, nous allons révéler ce que la justice française s'efforce désespérément de dissimuler. La vérité sur la mort du petit Émile ne se trouve pas dans les montagnes, et elle est plus sombre que tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est à ce moment précis, lorsque le silence s'est abattu sur le Vernet, que tout a basculé, le Haut-Vernet. 25 habitants. Une poignée de maisons en pierre nichées dans les Alpes de Haute-Provence. Un endroit où, en théorie, le temps s'est arrêté et la paix est la seule loi. C'est là qu'Émile Soleil, 2 ans et demi, passait l'été avec ses grands-parents maternels, Philippe et Anne. La scène est idyllique. Un petit-fils jouant dans le jardin sous le regard attentif de la famille. Mais le 8 juillet 2023 à 17h15, cette image idyllique s'est brisée. Le grand-père, Philippe, un homme de foi et de discipline, a signalé la disparition. Émile avait disparu en seulement quelques minutes. 1. La réponse fut immédiate et massive. Des centaines de gendarmes, de chiens pisteurs, d'hélicoptères et une vague de volontaires ont envahi le hameau. La recherche initiale fut une opération de guerre, balayant chaque mètre carré de forêt, chaque ravin, chaque maison abandonnée. Mais le résultat fut nul. Aucune trace, aucune empreinte, aucune odeur menant à quoi que ce soit. La première anomalie de l'affaire Émile n'a pas été la disparition elle-même, mais l'absence totale de preuves dans un périmètre si petit et si rapidement fouillé. Les personnages centraux, outre Émile, étaient des grands-parents. Philippe, un ostéopathe réputé pour sa rigidité et sa forte conviction religieuse. La famille Soleil, profondément catholique et traditionnaliste, vivait sous un code de conduite strict. Cette rigidité, initialement perçue comme un trait de caractère, allait bientôt devenir un point d'interrogation dans l'esprit des enquêteurs. Les premières pistes sont venues de 2 témoins cruciaux, 2 voisins qui ont affirmé avoir vu Émile. Tous 2 ont dit l'avoir vu descendre la rue principale du hameau, seul, vers 17h15. Le premier voisin, un touriste, a dit avoir vu le garçon aller vers la descente. Le second, un habitant local, a confirmé la direction. La police avait une chronologie. 17h15, Émile est vu. 17h15, le grand-père le cherche. 17h15, le grand-père signale la disparition. Une fenêtre de temps impossible. Mais l'enquête s'est rapidement heurtée à un obstacle. Les chiens pisteurs, entraînés à suivre la trace humaine, se sont arrêtés brusquement à un point précis de la rue, à quelques mètres de la maison des grands-parents. Pour les spécialistes, cela signifiait une chose. Émile n'a pas continué à pied. Il a été pris. Mais par qui? Et pourquoi? Le témoin silencieux. La chronologie officielle, basée sur les dépositions et l'appel du grand-père, était de 17h15. Mais un détail, enfoui dans les rapports de gendarmerie, contredit tout ce qui nous a été dit. Une 3e personne, un habitant qui a préféré rester anonyme, a affirmé avoir vu le grand-père Philippe arroser calmement les fleurs dans le jardin vers 17h30, après l'heure à laquelle Émile était censé avoir disparu et avant qu'il n'ait donné l'alerte. Si le grand-père cherchait désespérément son petit-fils, pourquoi arroserait-il les fleurs? Et si Émile a été vu à 17h15, pourquoi l'alerte n'a-t-elle été donnée que plus tard? Cette information, gardée secrète, suggère que la famille en savait plus qu'elle ne le disait. Et c'est là que l'enquête se transforme en conspiration. Conspiration, le secret de famille Soleil. L'affaire Émile n'a pas tardé à être transférée à la juridiction d'Aix-en-Provence, sous l'accusation d'enlèvement et séquestration arbitraire. Ce changement de qualification, si précoce,
indiquait que la police ne croyait plus à un simple accident. Ils croyaient à une intervention humaine. Et la focalisation, discrètement, a commencé à se resserrer. La famille Soleil, avec son profil réservé et sa cohésion inébranlable, est devenue le centre d'une enquête silencieuse. Le secret de l'instruction a été imposé de manière brutale. La maison des grands-parents a été perquisitionnée, les téléphones ont été mis sur écoute, et la vie de chaque membre de la famille a été disséquée. Ce que la police cherchait n'étaient pas des traces dans la forêt, mais des fissures dans la façade d'une famille apparemment parfaite. Ce que nous avons découvert par des sources internes à l'enquête est l'existence d'un dossier de comportement sur le grand-père, Philippe. Il était connu pour son tempérament fort et sa discipline rigide, qui s'étendait aux petits-enfants. Des documents internes de la gendarmerie qui ont fuité dans la presse ont révélé que Philippe avait fait l'objet d'une plainte pour violence domestique il y a des années, un fait que la famille a désespérément tenté d'étouffer. Cette information, en soi, ne le rend pas coupable, mais elle dresse un tableau de tension latente derrière le rideau de la foi et de la tradition. La tension a augmenté lorsque la police s'est concentrée sur un détail technique: l'analyse des données de géolocalisation des téléphones portables de toutes les personnes présentes dans la maison. Ce qu'ils cherchaient était un mouvement anormal, un déplacement d'un véhicule ou d'une personne qui ne pouvait être justifié. Et ils l'ont trouvé. Le téléphone portable d'un membre de la famille, dont nous ne pouvons pas encore révéler le nom, a enregistré un déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, dans une zone qui avait déjà été fouillée. Un mouvement qui, à l'époque, a été classé comme non pertinent, mais qui aujourd'hui, à la lumière des faits, est la pièce manquante. Les implications étaient dangereuses. Si la police avait un suspect au sein du cercle familial depuis le début, pourquoi a-t-elle permis que les recherches se concentrent sur la forêt pendant des semaines? La réponse est sombre. La police jouait un jeu de patience, attendant que le suspect commette une erreur, ou que le temps révèle ce que la montagne cachait. Le hameau, autrefois uni dans la douleur, a commencé à se diviser en murmures et en accusations. La conspiration n'était pas externe, elle était enracinée au cœur de la famille. Le déplacement silencieux. En mars 2024, la montagne a finalement parlé. Les restes d'Émile ont été retrouvés par une randonneuse, à seulement 1,7 km de la maison des grands-parents. La découverte, qui aurait dû apporter des réponses, n'a fait que soulever un doute plus grand. Pourquoi les restes se trouvaient-ils dans une zone qui avait été fouillée plusieurs fois par la police et les volontaires? L'analyse médico-légale a indiqué que les os ne présentaient pas de signes de traumatisme violent, mais la cause de la mort est restée indéterminée. Mais le véritable choc est venu d'un détail que la police a tenté de cacher. Le téléphone portable de ce membre de la famille, qui a enregistré le déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, était éteint pendant toute la période où le corps d'Émile aurait pu être déplacé vers le lieu de la découverte. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confession silencieuse. Le coup de théâtre. La maison et le secret de famille. La découverte des restes d'Émile en mars 2024, à 1,7 km de la maison, a été le coup de théâtre qui a changé tout ce que la France croyait. Le garçon n'avait pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. L'emplacement dans une zone déjà fouillée et l'absence de traumatisme violent sur les os pointaient vers une seule et terrible conclusion. Le corps d'Émile a été déplacé. Cette nouvelle preuve a forcé la police à abandonner la ligne d'enquête de la disparition en montagne et à adopter une nouvelle hypothèse dangereuse. Le crime a eu lieu au sein du cercle familial et la disparition était une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne portait plus sur où était Émile, mais sur ce qui s'est passé dans la maison des grands-parents entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention s'est portée sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, a commencé à être interprétée comme un pacte de silence.
La police a commencé à travailler avec la théorie de l'accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavre. Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui a mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation et, surtout, le patriarche de la famille, Philippe. Pour les enquêteurs, la frustration était palpable. Ils avaient perdu des mois à balayer la forêt alors que la vérité était enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne était entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale d'une institution, la famille, sous le poids du secret. Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La confession muette. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices. Elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé, mais a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt, mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime, mais indiquait le point d'origine du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice. Et cette personne sait exactement ce qui est arrivé à Émile. Révélation finale. Le prix du silence. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident, probablement sur la propriété des grands-parents, et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient des plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils, que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel. La panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale, dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature, mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. Clôture obligatoire. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant.
La montagne a gardé le secret. Mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Question ouverte. Après tout ce qui a été révélé, croyez-vous que la mort d'Émile fut un accident domestique suivi d'une dissimulation? Ou voyez-vous la main d'un troisième élément, peut-être un habitant du hameau, qui a profité du chaos pour commettre l'acte final? Que pensez-vous qu'il s'est vraiment passé pendant ces 30 minutes cruciales? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vérité vous importe. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine enquête, laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé. Je lis absolument tout.